Bienvenue dans cette émission. Nous sommes partis pour 52 minutes de football. Nous allons survoler quasiment tout le monde, l'Afrique et bien sûr en particulier, et presque à 90%. Les titres de cette émission, nous parlerons de la finale retour de la Ligue des Champions, entachée par un incident très sérieux, ce qui a provoqué une réunion d'urgence de la CAF par son président, M. Ahmad Ahmad. Et il sera question également du mondial des U20. Malgré les problèmes au pays, le Mali continue à surprendre. Deuxième grand titre, le Ramadan. Comment ça se passe dans les pays pratiquants? Nous irons en Libye pour un très beau reportage malgré la guerre. Mais vous verrez que les protagonistes déposent les armes pour laisser place au football. Et puis nous ferons un focus sur deux pays qualifiés pour la CAN. Il s'agit de la Namibie et du Nigeria. Et puis troisième titre, vous le voyez donc, l'équipe de Liverpool qui a remporté les titres de champion, Ligue des champions d'Europe. Et puis vous voyez Alain Couriol à qui nous allons rendre hommage, qui va fêter son jubilé. Et puis nous parlerons de la Gold Cup avec la Martinique qui est qualifiée et qui va jouer du côté des États-Unis. Nous allons parler dans cette émission, dans la troisième partie notamment. Nos invités, eh bien, Maître Bernard Solitude, il est avocat et c'est l'avocat de la sélection de la Martinique, mais aussi supporter, Maître. C'est bien ça? Absolument. Et nous avons avec nous Souleymane Akindele, consultant sportif. Il est du Bénin, suit de près toujours ce qui se passe au pays, en priorité, mais sur tout le territoire africain, bien sûr. Exactement. Bonjour, José. La question pour les internautes. Et quels sont selon vous les favoris pour la CAN 2019 en Égypte? Comme d'habitude, vos réactions sur Facebook, Africa24 TV ou le Twitter avec le hashtag Africa24. À la une tout de suite de ce magazine. Et le Tunis qui avait fait un très beau match nul, un but partout au Maroc face au Wydad, au match aller de la Ligue des Champions. Et la finale en particulier a réussi à s'emparer du trophée, mais pas dans les conditions souhaitées. Regardez ce reportage de la rédaction signé Marcel Farba Maroun. Triste spectacle offert ce vendredi 31 mai 2019 à l'occasion de la finale retour de la Ligue des Champions de la CAF ayant opposé l'Espérance Sportive Tunis au Wydad Athletic Club. La rencontre, censée être la plus importante de la saison d'un côté comme de l'autre, a viré au cauchemar avec le coup de sifflet final donné après 1h30 d'interruption sur fond d'imbroglio d'arbitrage et de panne de l'assistance vidéo. Une semaine après le match nul, un but partout arraché à l'aller à Rabat, l'Espérance Sportive Tunis prenait l'avantage dans cette finale retour en première période grâce à Youssef Belaïli, avant de voir tout basculer sur une action au retour des vestiaires. On est à la 58e minute de jeu. El Karti reprenait de la tête un centre venu côté droit tunisien. Le portier Rami Jridi est battu, mais l'arbitre gambien Bakary Gassama suit son assistant qui a levé le drapeau et signale d'abord une position de hors-jeu, puis une faute. C'est alors que débute la protestation dans le camp marocain qui réclame l'utilisation de la VAR, condition sine qua non pour retourner sur le terrain. Sauf que d'après les éléments communiqués par les médias locaux, l'assistance vidéo ne fonctionnait pas depuis le début du match. Comme le temps réglementaire, les discussions entre les joueurs des deux équipes, les arbitres, les dirigeants des deux camps et les responsables de la CAF durent 90 minutes. Mais rien n'y fait. Monsieur Gassama finit par sceller le sort de la rencontre, sifflant la fin d'une finale qui entrera tristement dans la légende. Devant leur public, les joueurs tunisiens pouvaient fêter leur deuxième succès d'affilée dans la compétition, même si à son terme, la dimension sportive n'a pas été ressentie. Messieurs, vos réactions dans quelques instants, mais d'abord, il faut noter que suite à ces événements survenus lors de ce match, comptant pour la finale Total CAF Champions League 2018-2019, eh bien, après l'arrêt justement de ce match, le président de la CAF, M. Ahmad Ahmad, a décidé de provoquer un comité exécutif d'urgence ce mardi 4 juin pour débattre des issues réglementaires à réserver à cette rencontre. Que peut-il se passer? On va peut-être détailler dans quelques instants, mais d'abord, voyons le tableau de ces rencontres aller et retour. Vous voyez à l'aller, un but partout, c'était le 24 mai. Et au retour, Tunis a battu Wydad 1-0, mais l'égalisation de Wydad a été contestée. Alors, je m'adresse à vous, Souleymane. Que pensez-vous de cette situation un peu ubuesque? Alors, il faudrait dire que c'est vrai qu'il y a une faute d'arbitrage, et ce n'est pas la première faute et ça ne sera pas la dernière faute. Et le comportement des joueurs du Wydad est inacceptable. C'est des professionnels quand même. S'il y a une faute d'arbitrage, vous vous plaignez, mais vous repartez, vous retournez sur le terrain pour jouer au football. Mais ils ont perdu le temps à discuter pour rien du tout. En plus, ce qu'on a appris, ils étaient prévenus que la vidéo ne fonctionnait pas.
Donc, du moment où vous êtes prévenu que la vidéo ne fonctionne, soit vous demandez à la CAF de reporter la finale, soit voilà, vous allez sur le terrain. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont accepté de jouer. Non, faites le jeu jusqu'au bout. Mauvais esprit, Bernard Solitude, selon vous, que pensez-vous? Non, je pense que ça fait partie du foot. Hein. Les footballeurs ne sont pas ceux qui ont le meilleur esprit parfois sur les terrains en fonction de la situation. Maintenant, je comprends que, d'abord, il y a manifestement un hors-jeu qui est sifflé par l'assistant. L'arbitre suit l'assistant. On veut consulter le VAR ne fonctionne pas. Ben, on doit rester sur la position de l'arbitre, point. Comme vient de le rappeler Souleymane, manifestement, Casablanca était avisé du fait que le VAR ne fonctionnait pas. Ils prennent leurs responsabilités, soit ils considèrent que ça peut leur nuire ultérieurement dans le match, auquel cas, bah, je ne sais pas, ils font une réserve, ils font ce qu'ils peuvent pour éviter de se trouver en difficulté avec la mise en place d'un VAR qui ne marche pas. Mais à partir du moment où l'arbitre siffle hors-jeu, il y a hors-jeu, point, on en reste là. Est-ce que vous pensez que Wydad va être sanctionné très durement et est-ce que Wydad doit être sanctionné? Je sais pas, moi j'ai pas vu le match en direct, j'ai eu quelques bribes de la presse comme ça. Maintenant, la sanction, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur faire? Ils sont déjà sanctionnés en ce sens qu'ils ont perdu. Donc voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et puis ce d'autant qu'ils pourraient considérer que, entre guillemets, ça n'est pas leur problème s'il y a un dysfonctionnement du VAR. Enfin, ça devient leur problème du fait d'avoir perdu. Voilà. Maintenant, c'est quand même les organisateurs qui ont une responsabilité de mettre en place tous les ingrédients pour faire en sorte que la finale se passe correctement. La VAR a sa part de responsabilité, selon vous, Souleymane? Parce que quand même, les responsables de la CAF avaient prévenu. C'est l'image du football africain qui est en jeu. Que ce soit le Wydad, que ce soit les responsables de la CAF, ils sont tous responsables de ce qui s'est passé. Parce que d'un côté, c'est vrai, le Wydad a joué, je vais parler de mauvaise foi, en disant que tant que la vidéo n'est pas rétablie, ils ne reviendront pas sur le terrain. Et en même temps, la CAF, comment ils se sont arrangés pour qu'à une finale, on n'ait pas tout le matériel au point. Voilà, donc c'est pas normal tout ça. Qu'est-ce qui peut se passer selon vous? Moi je pense logiquement, je ne vais pas dire comme Bernard, mais je pense logiquement que le Wydad doit être sanctionné pour ce comportement qu'ils ont eu. Oui, et Bernard Solitude dit non, ils sont déjà sanctionnés avec la défaite. Donc, vaut mieux peut-être pas classer le dossier, mais si ça se répète souvent sur les terrains du continent, ça c'est dévaloriser aussi le football africain. C'est sûr qu'à un moment donné, il faudrait prendre des sanctions. Il ne faudrait pas que ça fasse jurisprudence. Voilà, enfin, ça fera peut-être jurisprudence à condition que Casa soit sanctionné, ce que je ne souhaite pas, parce que je pense qu'il y a une part de responsabilité des organisateurs. Ouais. Alors, bien entendu, le comportement des joueurs de Casa n'est pas acceptable, on doit se contenir. Mais globalement, sur une finale, on peut avoir un petit peu mauvais esprit, on peut vouloir absolument gagner, c'est le match de l'année, c'est un titre continental, c'est extrêmement important. Je suis d'accord, mais le comportement peut inciter à la violence. Voilà, oui, mais pour le coup, les organisations ont à peu près maîtrisé le truc, mais c'est vrai que c'est pas une très bonne image, comme tu le rappelais, c'est pas une très bonne image pour le football africain, clairement. Est-ce qu'il ne faudrait pas refaire cette finale sur un terrain neutre? Ah non, pas du tout. Non, moi je suis pas pour. Parce que le Tunis a déjà célébré sa victoire. Donc oui, le match est entériné, et puis VAR ou pas VAR, il y a quand même un arbitre. Ouais. Voilà, il a exactement. Jeu, point. Voilà. Le Gambien, M. Gassama, qui est l'un des meilleurs arbitres sur le continent. Nous allons passer à la CAN des U20, pas à la CAN, mais à la Coupe du Monde des U20, avec quelques images, notamment donc Sénégal-Pologne, les jeunes lions de la Teranga qui ont bien tenu pour sauvegarder leur première place, 0-0 contre le pays hôte pour leur dernier match de groupe. Le Sénégal qui a fait un quasi sans faute dans son groupe en gagnant 2 matchs sur 3 et un nul. Les jeunes lions de la Teranga seront face au Nigeria ce lundi soir, mais oui, ce lundi soir en Pologne pour les 8e de finale. Est-ce que quelqu'un aurait un mot à dire à propos du Sénégal qui marche très fort? J'ai vraiment les Sénégalais avec leur centre de formation, ça marche, avec les académies aussi. Surtout, je pense qu'ils ont une bonne relève et l'équipe A n'a pas à s'en plaindre des jeunes qui vont arriver après. Nous allons passer à Nigeria-Ukraine, 1 but partout pour le dernier match de groupe. L'Ukraine a joué comme elle en a pris l'habitude lors de ses 2 premiers matchs de cette Coupe du Monde des U20, en verrouillant le milieu de terrain et en obligeant le Nigeria justement à jouer lent. Une stratégie qui a payé parce que vous l'avez vu, l'Ukraine a ouvert le score. Ensuite, vous allez voir, les Nigériens ont accéléré, ont eu un pénalty qu'ils ont raté. Et ensuite, vous allez voir, ils ont eu un deuxième pénalty
qu'ils ont pu convertir. Et heureusement, donc, un but partout entre l'équipe du Nigeria et l'Ukraine. Est-ce que vous avez un petit mot à dire, ces jeunes Nigérians, Bernard Solitude? Alors, j'avais des choses à dire sur le Sénégal. Oui, allez-y aussi. Oui. Oui, non, je disais que le Sénégal, ils sont effectivement dans... Je pense que ça fait quand même pas mal d'années que le Sénégal est en place. Ouais. Avec toutes les académies qu'ils créent, ça veut dire que ça nivelle par le haut le football sénégalais. Leur qualification pour la dernière Coupe du Monde en est l'illustration. Ce sont les académies, Génération Foot et Dambars qui fournissent la plupart. Alors, je ne connais pas effectivement le contenu précis, enfin, en tout cas les clubs d'origine de chacun des sélectionnés des U20, mais de toute façon, ça tire le football sénégalais par le haut. Lorsque vous avez 4 ou 5 académies qui fournissent des jeunes footballeurs à l'Europe, donc ça veut dire qu'ils sont bien formés, parce qu'on parle toujours des joueurs. Mais faudrait-il encore parler des éducateurs, hein. Un joueur, il ne devient pas bon comme ça, il devient bon parce qu'il est bien formé, bien encadré. Donc il faut aussi célébrer la compétence des techniciens sénégalais qui peuvent être aidés par ailleurs, mais en fait, ça reste des joueurs qui viennent du Sénégal. Et donc je pense que c'est une très bonne chose et beaucoup d'États africains devraient s'inspirer un petit peu, à mon sens, du modèle sénégalais, parce qu'on les retrouve en Coupe du Monde, ils font une excellente Coupe du Monde, on retrouve d'excellents joueurs dans les meilleurs clubs du monde. Je pense que c'est un bon modèle. Et alors, avant de passer aux 2 autres matchs, vous pensez que certaines équipes ne pourront bientôt plus se passer? Il va falloir aller faire ses courses, si vous me permettez le terme, en Afrique? Parce qu'il y a vraiment de très très bons jeunes. Il y a des talents, vous le savez, il y a des talents, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, mais il faut réorganiser, comme l'a dit Bernard, il faut réorganiser les choses et nos États doivent prendre exemple sur ces pays-là comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire qui l'a fait passer par Jean-Marc Guillou avec l'académie Mimosa. Oui, donc voilà ces exemples-là que nous devons suivre. Et aujourd'hui, Jean-Marc Guillou est à Madagascar, je crois. Et nous avons vu le résultat que ça donne aujourd'hui. Exactement. Nous allons passer au 3e match avec un de nos pays, Mali-France. 3-2 pour l'équipe de France. Michael Cuisance à la 12e pour l'équipe de France, justement. Puis Kouata égalise pour le Mali. Ensuite, eh bien, les Bleus reprennent l'avantage à la 65e minute par l'intermédiaire de Moussa Diaby. Et le 3e but, de l'équipe de Bernard Diomède est inscrit à la 87e minute par Roury. Et à la 90e minute, les Jeunes Aigles ont surgi grâce à Ousmane dans les arrêts de jeu pour réduire le score. Et les Jeunes Aigles se qualifient donc en terminant à la 2e place et avec 4 points, meilleur goal average sur le Panama qui finit justement avec le même nombre de points. Mais malgré les difficultés malienne, parce qu'au niveau interne, le pays connaît beaucoup de problèmes, il n'y a pas de championnat, mais on sent quand même qu'il y a du talent là-bas. Et ils arrivent à se hisser en 8e de finale, c'est quand même pas mal sur les matchs. Oui, il y a forcément du talent, parce que nous avons aussi des académies un peu partout au Mali, et d'où puise la fédération, le sélectionneur a puisé quelques joueurs. C'est vrai que le football malien connaît un problème, mais ça sera d'ici là réglé, ce problème. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui les Maliens n'ont pas de jeunes talents. On l'a vu dans ce match, ils ont de très bons talents. Moi, ce que je déplore simplement, c'est que ces talents-là, après, ne constituent pas vraiment de relève, parce que l'équipe A du Mali a du mal à s'affirmer sur le plan africain, le football africain. Et je me demande comment ils organisent tout cela, en fait. Oui, alors sans discréditer l'équipe des Bleus, oui, quand même, ce sont des joueurs français qui sont en compétition en permanence et qui arrivent quand même à gagner que 3-2. Les Maliens auraient pu faire match nul contre le Mali, contre la France. Et puis il faut rappeler quand même, on ne l'a pas dit là, mais cette équipe-là est championne d'Afrique. Tout à fait. Donc c'est la meilleure équipe du continent. Donc je pense qu'ils peuvent rivaliser avec n'importe quelle autre équipe de U20 du monde. Donc qui est 3-2, c'est pas du tout, c'est pas miraculeux, c'est pas une surprise. Et puis je voudrais en profiter pour saluer un des joueurs maliens qui s'appelle Arnaud Conan, qui joue à l'Étoile de Mandé. Un très bon latéral gauche dont on entendra parler, d'abord parce que je suis son conseil, mais je plaisante. Non, je suis son conseil, mais c'est surtout un très bon joueur qui était à l'essai à Rennes il y a quelques semaines. Et lorsqu'il a appris sa sélection au Mali, donc il a écourté son essai pour rentrer au Mali, faire la préparation et partir. Et je me félicite qu'il soit titulaire à chaque match et qu'il fait une excellente campagne. Et j'espère qu'il va aller le plus loin possible.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a l'Afrique du Sud contre le Portugal, le dernier match des Sud-Africains. Match nul, un but partout. Raphaël Leao ouvrait le score pour les Portugais à la 19e minute. Et les Sud-Africains ont bien résisté grâce à James Monian à la 53e. 2 défaites et 1 nul dans le mondial des U20. C'est un échec dont il faudra tirer les conséquences pour les Sud-Africains qui sont en jaune, car ces jeunes joueurs représentent l'antichambre, vous le savez, de l'élite. Malheureusement, le mondial des U20 en Pologne continuera sans l'Afrique du Sud. C'est un demi-échec, un échec important pour les Sud-Africains, pour les U20. Un échec très important parce qu'il faut remarquer que dans l'histoire du football sud-africain, les U20, c'est-à-dire les jeunes qui constituent la relève de l'équipe première, n'ont jamais pu gagner une compétition, que ce soit du mondial, de la Coupe d'Afrique. Ils ne sont jamais allés loin dans ces... Oui, chez les jeunes surtout. Chez les jeunes, donc on se demande comment les Sud-Africains s'organisent au niveau des jeunes. Oui. Avant de voir le tableau, Bernard Solitude va nous dire un petit mot sur les Sud-Africains qui sont éliminés, qui terminent à la dernière place de leur groupe. C'est toujours plus compliqué pour l'Afrique du Sud, comparé aux autres États d'Afrique comme le Sénégal, le Cameroun, le Nigeria, même l'Afrique du Nord. Je pense qu'il y a fondamentalement peut-être un manque peut-être de culture de football. Peut-être qu'en Afrique du Sud, on est plus dans le rugby, on est plus dans ces sports-là. Parce que les moyens, ils ont, les moyens, ils ont. Oui. Voilà. Mais je pense que c'est plus la culture. Et puis parfois, lorsque vous avez autour de vous, vous n'avez pas forcément des pays avec des grosses équipes où vous pouvez échanger en termes de matchs, etc. C'est plus compliqué. L'Afrique du Sud est un peu plus loin des grands États du football en Afrique. Donc, il faut qu'ils travaillent, ils vont y arriver. Exactement. Merci Bernard. Et puis, tableau des 8e de finale, les 8e qui ont débuté ce dimanche 2 juin. Italie a sorti la Pologne 1-0 et Colombie sur la Nouvelle-Zélande, 1 but partout au temps réglementaire et 5 pénaltys à 4. Ce lundi, Ukraine-Panama, Uruguay-Équateur et puis le choc entre le Sénégal et le Nigeria, donc ce lundi soir. Et ce mardi 4 juin, France-USA, Japon-République de Corée, et puis l'Argentine qui va jouer contre les Maliens. Messieurs, juste un petit mot sur ce match Mali-Argentine. Oui, juste dire que l'Afrique perd une place en faisant opposer le Nigeria et le Sénégal. Et en revenant sur le match Mali-Argentine, alors il va falloir, ça sera un match très dur, mais je pense que les jeunes Maliens ont la possibilité, ont la capacité de s'en sortir. Bernard, 20 secondes parce qu'il faut remettre l'antenne. 20 secondes, simplement indiquer que le Mali va l'emporter contre l'Argentine. J'ai toute confiance en cette fabuleuse équipe. Ils sont champions d'Afrique. Donc on n'a pas peur des Argentins. Les dieux du football malien. Voilà. Vous avez entendu, je l'espère, parce qu'on est nombreux à nous regarder du côté du Mali, à Bamako particulièrement, qu'on salue. C'est la fin de la première partie. À tout à l'heure pour la deuxième partie où nous parlerons du Ramadan. À tout de suite.